C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Aujourd'hui, on sort un épisode un peu particulier. On est 10 jours après le week-end de mobilisation à Sainte-Soline. On est encore sonné, sous le choc. Un de nos camarades est toujours entre la vie et la mort. On a encore des images en tête de cette forteresse infranchissable, de ces épais nuages de gaz, de ces explosions incessantes. La violence de l'État a été mise à nu. Encore une fois. On sait maintenant, comme s'il nous manquait encore des preuves, qu'il est prêt à envoyer son bras armé, nous mutiler et nous tuer, pour ne pas perdre la face. En plus d'avoir à encaisser ce choc, ces blessures, ces traumatismes, alors même que nos relais d'écoute et de soins psy saturent devant l'avalanche de demandes, nous sommes tenus, malgré tout, par l'agenda médiatique et politique, qui nous impose de ne pas perdre la face, nous non plus. On n'a même pas le temps de digérer l'événement déjà que l'ignoble Darmanin engage une procédure de dissolution contre les soulèvements de la Terre. Nous faisons nôtres les mots des soulèvements, qui affirment qu'il ne s'agit pas là, comme dans les fantasmes policiers, d'un petit groupuscule organisé, mais d'une grandissante coalition de forces. Au fil des mois, c'est toute une constellation de collectifs d'habitants en lutte, d'associations de défense de l'environnement, de fermes, de groupes naturalistes, de cantines populaires, de syndicalistes paysans, de scientifiques en rébellion, de groupes autonomes, de mouvements d'éducation populaire, d'élus, des personnes de tout âge et tout horizon, qui se retrouvent et s'organisent sous la bannière des soulèvements de la Terre. Et ça, rien n'est en mesure de le dissoudre. Nous nous soulevons, chacun depuis notre endroit, chacun à notre manière. Nous faisons ce podcast pour affirmer, comme bientôt des centaines de milliers de personnes, que l'on ne dissout pas une révolte, que l'on ne dissout pas des conflits installés partout sur le territoire, que l'on ne dissout pas, par un coup de baguette magique, les multiples conflits qui s'ouvrent et qui sont le reflet de l'époque qui est la nôtre. Dans cet épisode, vous entendrez à la fois une partie du travail de la Méga Radio, groupe qui s'est constitué pour couvrir l'événement. Cette radio a été alimentée par de nombreuses personnes et collectifs qui ont travaillé à mettre en son ce que nous avons vécu. En plus de ça, on a discuté avec plusieurs camarades de la région parisienne, après l'événement, pour qu'ils nous racontent ce qu'ils et elles ont vécu et les façons dont ça les a impactés. Ce qu'elles en tirent comme conclusion, encore un peu à chaud. On se demande donc dans cet épisode quelle sera la suite, comment se relever, comment collectivement est-ce qu'on se rapportera au soulèvement de la Terre à l'avenir, comment se relever après ce que plusieurs d'entre nous vivent comme une défaite, comment grandir, gagner en maturité stratégique et politique, pour ne pas se laisser abattre, pour durer, sous une forme ou sous une autre, pour que les grondements de la Terre continuent de se faire entendre. On est le samedi 25 mars 2023 dans les Deux-Sèvres. Il est 7h du matin et une zone rouge a été annoncée par la préfecture. Sont interdites à la circulation et au stationnement, à l'exception des riverains pouvant en justifier, des personnels soignants ainsi que des véhicules des forces de l'ordre et de secours, du samedi 25 mars 2023 à 7h jusqu'au dimanche 26 mars 2023 à 20h sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon et sur les communes de Sainte-Soline, Rome, Messé, Perse, Connay et Vanzé, les voies suivantes. Les bretelles de sortie de la RN 11, sens Niort vers La Rochelle et La Rochelle vers Niort. Des échangeurs de Mauzé-sur-le-Mignon, de Simoussé et de Zéhy-Mauzé. La RD 911 de l'échangeur de Simoussé à la limite du département de Sèvres, Charente-Maritime. La bretelle d'entrée sur la RN 11 à partir de la D911. La RD 51 de l'échangeur de Simoussé à la limite du département de Sèvres, Charente-Maritime dans le prolongement de la RD 119 en Charente-Maritime. Manifestations, engins agricoles, porte-chars, ports et transports d'armes, y compris par destination, sont interdits. Depuis plusieurs jours, les gendarmes quadrillent le département en procédant à des contrôles et à des fouilles systématiques sur des véhicules.
Il est 7h, le temps est gris. Des convois de manifestantes et manifestants au départ de Nantes, Angoulême, Poitiers, Fontenay-le-Comte, La Rochelle, Niort, Saintes convergent vers Vanzay, où des centaines de personnes ont déjà installé un campement de 5000 personnes la veille, en bravant les tentatives des keufs de leur bloquer l'accès. À Vanzay et aux alentours, des centaines et des centaines de véhicules sont garés dans des champs devenus parkings, le long de petites routes de campagne, des chemins de terre. Les plaques d'immatriculation dissimulées avec du scotch, du carton, voire de la boue, témoignent des tentatives d'éviter les contrôles et l'entreprise massive de fichage des manifestantes, initiée par la préfecture et les renseignements. Sur le campement de Vanzay à 10h, ce sont des milliers de personnes, les pieds englués dans la boue, qui sont regroupées autour d'une immense remorque agricole sur laquelle ont été hissées des enceintes. Plusieurs barnums et chapiteaux et des centaines de tentes sont encore debout. Le collectif de l'Intercantine distribue à prix libre aux manifestantes de la nourriture à emporter avec elle pour tenir tout au long d'une journée qui s'annonce éprouvante. Dans le ciel, un hélicoptère de la gendarmerie survole les champs, surveillant de près le rassemblement. Les consignes sont données au micro. Les numéros des avocates et leurs barreaux sont distribués. On rappelle l'existence d'une base arrière, assurant suivi juridique des contrôles, des arrestations, mais également de toute difficulté que pourraient rencontrer les manifestantes et manifestants. Du coup, cette base arrière, elle a mis en place quelques petits trucs. Notamment, il y a un livret base arrière dans lequel vous pouvez trouver tous les briefs complets. J'en ai là à mes pieds, il y en a aussi là-bas à l'accueil base arrière. N'hésitez pas à en prendre un, c'est des très beaux documents, ils nous les ont imprimés en couleur, etc. Mais voilà, il faut quand même les prendre. Je vois que les gens ils hésitent un peu parce que le document il est beau à prendre ce papier. Mais on en a 10 000 et tout doit disparaître. Vraiment, prenez ces briefs s'il vous plaît. Pas de place à l'outarde, mettez-vous place sur le côté s'il vous plaît. Les gens qui prennent des photos, faites attention. Laissez passer l'outarde. Allez, on laisse passer l'outarde. On laisse passer l'outarde. On laisse passer. Allez, on laisse passer l'outarde. Ça va, pas trop lourd? Ça va, non, on est tellement nombreux que ça se porte bien. Ouais. T'es parti dès le départ pour cette portée Non, pas depuis le départ, mais on se relaie justement, donc j'étais en relais, ouais. Et tu viens d'où? Moi, je viens de Paris. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses là, de cette journée aujourd'hui? Ça va être une journée historique, je pense. Ouais. Historique. Ouais. Là donc on se dirige vers le point d'action, il y a trois cortèges qui partent. C'est ça, il y a 3 cortèges et nous on est le cortège de l'outarde. Ah, c'est quoi l'outarde, tu sais? C'est un très bel oiseau qui vit dans le coin et qui a justement besoin de grands espaces qui ne soient pas artificialisés pour vivre, et c'est un symbole justement de cette lutte aussi. À 10h30, on siffle le départ. Près de 30 000 personnes s'élancent et elles s'enfoncent dans des champs boueux, sautent des talus, les ruisseaux, au son des slogans et de la musique. Bleu de travail, kawaii, mais également masques, lunettes de piscine sont de la partie et rappellent le fichage généralisé des manifestantes qui savent qu'en face, ce sont près de 3600 flics qui ont été mobilisés dans l'objectif de les ficher ou de les arrêter. La marche d'approche est longue, joyeuse, déterminée. Les différents cortèges applaudissent et acclament lorsqu'ils aperçoivent au loin les cortèges voisins. Les manifestantes et manifestants sont innombrables. On n'en voit pas la fin. Très vite, une pluie de grenades lacrymo est envoyée par les flics. Une partie des manifestantes et manifestants, sous le vent, disparaissent dans un épais nuage blanc. Et elles avancent malgré tout péniblement dans les champs labourés. L'objectif est simple, atteindre la bassine en construction et freiner le chantier au maximum. Il y a celles directement au contact du dispositif policier qui tente de créer une brèche pour atteindre la bassine, et il y a la foule immense derrière qui soutient et tente d'avancer au plus proche. Tous ramassent les pierres qui recouvrent les champs pour les apporter devant à celles qui les lancent afin de réussir à atteindre la bassine. Franchement, non. Non, attends, Ça commence à...
et une pluie dense de palets de gaz lacrymogènes, de grenades assourdissantes et de grenades à explosion GN2L qui s'abat sur tous les manifestantes, qu'elles soient au plus proche ou au plus loin du dispositif policier. 3 camions de la gendarmerie sont incendiés, mais la foule ne parvient pas à franchir les lignes de keuf. Tout le monde a le nez en l'air, surveillant les grenades qui tombent, crie pour avertir en fonction de la couleur du projectile. On voit des groupes entiers faire des bonds de côté pour éviter les explosions de grenades. On voit des personnes titubées sous les gaz, parfois complètement aveuglées par le champ devenu miné, par les grenades tombées au sol mais n'ayant pas encore explosé. Rapidement, on entend les premiers cris appeler les médics pour venir en aide à des blessés. L'intensité des tirs par les flics ne faiblit pas. Les cris partent dans tous les sens. Les gendarmes continuent de canarder les groupes qui tentent d'aider tant bien que mal les blessés graves. L'intensité, pendant 1 heure, n'a jamais faibli un seul instant. Je vous fais un vocal là, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer et donc il faut en parler publiquement. Il y a un blessé extrêmement grave, en urgence absolue. Il y a une médecin qui était dans les médics qui dit que c'est une urgence absolue. Il faut que le SMUR vienne de toute urgence et en fait quand on appelle le SAMU dit que les flics leur disent de ne pas venir. Alors que la zone elle est totalement... il n'y a plus du tout de conflit, il n'y a plus de lacrymo, il se passe plus rien ici. Et en fait visiblement c'est la préfecture qui empêche le SMUR de venir. Donc voilà, il y a une personne qui... je le répète, c'est une urgence absolue, c'est une urgence vitale. Je suis allé en octobre à la manifestation qui était déjà à Sainte-Soline. Et donc, moi, je m'étais ressorti hyper content et galvanisé de ce week-end-là, pour plusieurs raisons, notamment parce que j'avais trouvé qu'on avait réussi à vraiment ressentir un peu une puissance collective face justement au dispositif policier qui était quand même hyper conséquent, comme là, ici, en mars, mais qui malgré tout avait été quand même débordé, et ce qui nous avait permis d'atteindre la bassine, même de rentrer dans le grièvement, et en fait tout le long de cette action-là, ça avait été un sentiment à la fois de stress permanent, mais en même temps on était impressionné de nous-mêmes, de ce qu'on était en train de réussir à faire, et notamment ce qui avait été très beau, c'était le fait d'avoir réussi à emmener un cortège entier en fait, et pas seulement ce qu'on peut appeler les éléments les plus radicaux, le fait que littéralement les personnes qui étaient prêtes au contact des forces de police en fait n'y allaient pas pour se battre en tant que tel, ils servaient en fait aussi à l'ensemble du cortège de se déplacer et d'atteindre l'objectif qui était de rentrer dans la bassine, et ça faisait ça rendait quelque chose de très très beau en fait, parce que même les personnes qui n'avaient pas prévu forcément d'avoir ce mode d'action aussi offensive, ont été emmenés dans ce moment très particulier, et donc là, moi j'avais trouvé ça vraiment génial quoi. C'était en tout cas, moi, je trouve que c'était un peu l'illustration de la diversité des tactiques au sein même d'une manifestation. À une échelle plus personnelle, par contre, j'étais un peu en questionnement parce que j'étais un peu la fleur au fusil et pas forcément hyper bien préparé, seulement en binôme, etc. Et j'avais un peu l'impression quand même, à titre personnel, d'avoir subi l'action et de ne pas avoir pu être vraiment acteur et d'avoir bénéficié d'un certain nombre de groupes qui s'étaient bien préparés, notamment pour passer les différents points de filtre des flics, mais que plusieurs moments je m'étais senti un peu en danger, que j'ai l'impression de ne pas tout maîtriser totalement, et que même physiquement j'étais un petit peu à la ramasse. Bref, en rentrant chez moi, j'étais très content, mais en même temps je me suis dit, oula, si je veux retourner exercer, j'avais déjà envie d'y retourner à peine rentré, du coup je me suis dit, autant qu'on s'organise avec plusieurs personnes que je côtoie qui sont sensibles
ce genre de mode d'action. Et donc du coup, là, j'ai préparé, littéralement, on peut dire ça, la prochaine mobilisation en mars, et collectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille en groupe constitué pour à la fois être plus fort collectivement et aussi, surtout, plus protéger en fait, parce que c'était ça l'enjeu, je trouve, principal de suite à la mobilisation. Ne pas subir la loterie des blessés en fait, qui touchent un peu les personnes qui sont, j'ai l'impression, parfois en électron libre et qui sont pas forcément préparées. Avant d'aller à cette mobilisation fin mars, on a fait un certain nombre de choses qui m'ont permis, moi, personnellement, d'arriver hyper en confiance. Et il faut savoir que j'y allais dans cette optique-là de quand même participer à la manifestation, mais aussi d'y aller pour aider la partie cantine. Donc voilà, moi j'y suis allé pour ça aussi en octobre et aussi en mars. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que pour le coup, cette partie cantine, elle a été encore plus belle qu'en octobre, parce que dès qu'on est arrivé, en fait, nous on était situé à Mel, le camp des cantines, et on sentait qu'il y avait des habitudes de travail qui avaient été prises des mobilisations d'avant. Donc ça a été une force collective incroyable. On a monté le camp en 2 heures, on a mis en place tous les espaces de la cuisine en 2 heures, déchargé tous les camions, trié tous les stocks, enfin c'était vraiment hyper fort. Et là, dès le début, j'ai senti que ça allait dépoter la cantine. Et effectivement, je crois qu'il y avait un gros défi en fait, parce que il y avait la cantine d'un côté à Mel, et le camp qui s'est monté en dehors de Mel. Donc il y avait un gros défi logistique de nourrir des milliers de personnes qui n'étaient pas à proximité de là où était fait la nourriture. Et ça a été un défi gros monstre qui a fait qu'on a dû, sur une seule journée, la journée de vendredi, préparer 3 repas d'avance pour pouvoir les livrer en fait. Et 3 repas d'avance pour plusieurs milliers de personnes. Donc c'était un gros défi, mais l'organisation a fait que, et les forces en présence ont fait que ça s'est bien déroulé, qu'on a réussi à faire à temps les différents repas, et notamment le repas emporté pour l'action du samedi midi. Et donc ça c'était une franche réussite. Et donc voilà, moi j'ai commencé le week-end en étant très satisfait de cette partie-là. Et l'impression qu'on s'était encore amélioré par rapport à la dernière fois. Et donc voilà, moi j'arrive du coup vendredi soir sur le camp temporaire. J'arrive là-bas, déjà très content, très fier de ce qu'on a fait. Et en plus, moi j'ai commencé à avoir des récits d'autres personnes qui me parlent de leur journée aussi à eux du vendredi, qui avait l'air d'être aussi une magnifique réussite. Donc le fait d'avoir monté ce camp-là, encore une fois d'avoir trouvé un nouveau terrain, d'un autre soutien à l'agriculteur, d'avoir monté ce camp dans des conditions un peu dégradées avec l'orage, etc. D'avoir réussi aussi à amener le convoi de tracteurs par du coup une tactique de diversion sur la voie ferrée qui ont permis aux tracteurs de sortir à la nationale et de rejoindre le camp. Votre occupation de chemin de fer a permis de détourner l'attention des forces de l'ordre. Le convoi bloqué des tracteurs a finalement pu rejoindre le campement. Et cela a été une véritable victoire. Votre réussite est un exemple pour tous. Elle prouve qu'il est possible de faire bouger les choses, même face à des adversaires puissants et déterminés. Alors va te faire mettre! Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Vraiment, quand je suis arrivé le soir, c'était marrant, je vous dis à posteriori, mais j'avais l'impression que c'était déjà une victoire, parce que, le soir, en tout cas, il y avait des discours hyper forts de différentes personnes sur place, et on sentait que les personnes étaient déjà très contentes d'être réunies à cet endroit-là, dans ce camp, et que c'était déjà magnifique d'être des milliers de personnes la veille d'une mobilisation, sur un campement, dans une zone interdite, voilà, à ce moment-là, je suis au top, on se couche, le lendemain, on se réveille, on se prépare, et donc là c'est démarrage des cortèges, c'est pareil, c'est hyper galvanisant, on se regroupe entre différents groupes affinitaires, on se lance avec la fanfare à côté, on voit qu'on est plusieurs groupes à être vraiment organisés, avec différents signes qui le montrent, et ça donne confiance, on se dit qu'on ne sera pas les seuls. Et donc là, on s'ensuit une assez longue marche, une grande randonnée, un peu inattendue, très calme, très tranquille. Et là, on arrive du coup enfin dans la zone où on voit la bassine en visuel.
Et là, moi, la première chose qui me surprend, c'est le fait qu'on voit les autres cortèges aussi au même endroit, à peu près, qui commencent déjà à converger. Bien sûr, le dispositif de police est hyper impressionnant. Et là, on réalise qu'ils ont mis toute leur force autour de la bassine. Donc on se dit, à ce moment-là, on se pose pas tant de questions que ça, en fait. Après avoir marché 6 km, on est quand même un peu endormi par tout ce qui vient de se passer, mais d'un coup réveillé par la vision de la bassine. Chouette, en fait, finalement, on a l'impression qu'à ce moment-là, on a encore toutes nos forces, et que du coup, on est encore plus frais que la dernière fois. Du coup, autant y aller. Et donc là, on voit déjà qu'il y a les premiers, au loin, les premiers tirs lacrymaux qui sont tirés sur un autre cortège qui est arrivé avant nous. Et du coup, là, il y a un truc un peu qui s'installe, un peu d'urgence de se dire, bon, ok, là, qui sont déjà au contact, faut qu'on aille les rejoindre, au moins aussi peut-être étendre le dispositif, faire en sorte que les forces ne s'épuisent pas de manière désynchronisée. Et donc du coup on y va là, un peu plus au pas de course, et on commence à se former du coup en bloc, et on se lance un peu dans ce qui va aller être la bataille. Et donc là, ce qui est un moment assez chouette, c'est que du coup on arrive à se former assez rapidement. On arrive à se positionner de manière un peu stratégique, notamment avec le vent vraiment dans le dos, à un endroit où il y avait un dispositif un peu moins conséquent, et un endroit différent que là où il y avait déjà les premières confrontations. Et en fait tout ça fait que au début on est un peu seul avec notre groupe, et en fait il y a une énergie assez folle qui se crée là d'autres personnes qui nous rejoignent et qui fusionnent avec notre groupe, et qui fait que on arrive à avancer. Et là, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je suis vraiment très focus dans ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire va peut-être permettre aux gens de, comme en octobre, nous suivre, nous rejoindre, peut-être pénétrer la bassine. Donc là, on commence à avancer, ça commence à être assez intense d'un point de vue des grenades, des lacrymos, mais comme on est aussi assez bien équipé, parce qu'encore une fois, on était préparé, et qu'on s'attendait à se prendre cette violence. Et à ce moment, de l'autre côté, on recule pas, parce qu'on sent qu'on n'est pas seul. Et donc là, on a l'impression qu'on fait avancer l'ensemble de la NIF avec nous. On arrive effectivement à faire reculer de quelques mètres quand même certains policiers. On arrive à dépasser certains camions, même la grille est touchée à un instant. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, c'est chouette, on a la puissance de notre côté et on les fait reculer. Après, le premier doute, c'est quand même que au moment où on se rapprochait notamment du camion, on voyait qu'ils reculaient pas, et qu'on était quasiment à leur contact. Et donc ça, c'était le premier doute de c'est bizarre. Quand même, d'autres situations que j'ai vécues, j'ai l'impression qu'ils seraient partis bien longtemps dans plein d'autres circonstances. Donc quand même, premier doute de se dire, tiens, ça peut quand même être dangereux de se dire qu'eux ils reculent pas et que nous non plus. Qu'est-ce que ça va donner? Mais en même temps, encore une fois, à ce moment-là, première fois où j'ai l'impression que je suis dans un groupe constitué pour être équipé au contact des policiers, et première fois que je me sens pas seul, en fait, je vois qu'il y a d'autres groupes qui nous épaulent, qui prennent le relais quand nous on prend un peu plus cher, et vice versa. Du coup, à ce moment-là, encore une fois, je me sens en confiance. Et là, s'ensuit du coup la poursuite de l'action. Et là, je trouve qu'il y a un peu un basculement où j'ai l'impression qu'en fait, je comprends qu'on ne passera pas au final. Je comprends que en se rapprochant du coup un peu plus proche du dispositif, qu'en fait on fait face à une forteresse, parce que là je me rends compte qu'il y a un réseau de double barrières, qu'il y a un fossé, qu'en fait il y a énormément de flics qui sont aussi en surplomb. Je me rends compte que finalement en fait malgré l'organisation collective, on ne passera pas. Et qu'en fait là je sens que le vent commence à tourner, parce que de toute façon les flics commencent à s'adapter un peu à notre percée, à remobiliser leurs troupes vers là où on était, à ramener du coup le blindé, ramener le canon à eau, qui est en plus en surplomb, donc dans une position qui pouvait nous canarder à volonté quoi. Et donc là, ça commence à, même si on ne recule pas, je pense à me dire que bon, l'espoir de d'emmener tout le monde avec nous, sera pas possible.
va pas se réaliser. Et en plus, bah, moi, à un moment donné, je suis amené à reculer un petit peu et je me rends compte que là, un petit peu, bah, qu'il y a plein de gens qui conseillent de blesser et que globalement, bah, les gens ne suivent pas. Parce que, donc, je comprends après coup, mais parce que, bah, ils ont peur et que c'est pas du tout la même configuration que la première fois en octobre, où les gens avaient un sentiment de protégés, de pouvoir passer avec le reste du groupe. Et donc là, ça suit au fur et à mesure plutôt une reculade, surtout qu'il y a bah, du coup l'intervention des fameux quads qui commencent en fait au loin à nous encercler. Et là, il y a un truc, vraiment un petit vent de panique qui commence à souffler parce qu'on sait pas, on connaît pas ce genre de pratiques, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire. En ce moment, je me demande est-ce qu'ils vont nous encercler, est-ce qu'ils vont nous charger avec. Enfin voilà, vraiment, là pour le coup, pour le moment, je pense vraiment à flipper. On a reculé à ce moment-là. Et donc là, on s'ensuit le petit pique-nique. Et là, pareil, au début, un peu sonné par ce qui vient de se passer, plutôt à débriefer avec nos amis, et être plutôt content de se dire, ok, ouais, on a quand même bien avancé malgré le dispositif hyper fort et tout. Mais là, c'est là où je commence à réaliser qu'en fait, il y a eu énormément de blessés derrière nous, en fait, et que je réalise ce qui s'est passé derrière nous, parce que ouais, il y avait un effet un peu effet tunnel, on était vraiment dans notre moment et très concentré sur ce qu'on faisait, mais on réalisait pas forcément ce qui se passait derrière nous. Et là, je commence du coup un peu à bader, à me dire, ok, bon bah, ça fait quand même beaucoup de blessés pour pas grand chose pour l'instant. Et là, s'ensuit du coup une tentative d'y retourner, avec quand même beaucoup moins de personnes, et là, d'une manière encore plus isolée du reste du cortège qui était resté pique-niqué. Un peu l'espèce de baroudeur, mais dans lequel j'étais même pas vraiment convaincu, mais j'ai suivi mon groupe vraiment d'une manière un peu groggy, enfin j'étais pas du tout lucide sur le fait ce qu'on était en train de faire. Et là en fait il y a un truc assez marquant qui se passe, c'est qu'il y a plein de personnes qui courent vers nous pour nous dire arrêtez, n'y allez pas parce qu'il n'y a plus de médic, il n'y a plus aucun matos, il n'y a plus aucun moyen de vous soigner si vous êtes blessé quoi. Et il y a des gens qui sont pas encore évacués, qui sont en train de mourir, en fait, vous pouvez pas y aller, quoi. Et là on réalise que, ok, en fait, c'est très très sérieux, et qu'effectivement, ce qu'on a fait nous a mis en danger, et a mis en danger plein de personnes, et qu'on est dans une situation hyper critique. Du coup, marche-retour, dans un sentiment un peu clairement de défaite, quoi. Sentiment qui monte de plus en plus, surtout qu'en fait moi j'étais encore assez enthousiaste avant de repartir en me disant on avait annoncé des actions de sabotage, peut-être qu'on va s'orienter vers ça, et on va le faire collectivement, dans la joie, ça va être sympa. Et ça s'est fait un peu à la marge, j'ai l'impression que sur le retour on est surtout rentré à pied dans la boue et un peu tous marqués, choqués par ce qui venait de se passer. Donc on dégage un petit peu dans la précipitation, on se rend compte qu'il y a encore plein de blessés, il y a le stress des contrôles, etc. Et on rentre à Mel, et moi, globalement, à Mel, je prends de plus en plus de recul sur tout ce qu'on vient de faire, j'ai de plus en plus d'écho sur les blessés graves, que je sais qu'il y en a encore, du coup, entre la vie et la mort. Enfin, bref. Et du coup, je suis dans un mauvais mood, j'arrive pas à faire la fête, je trouve d'ailleurs que je me sens très en décalage avec l'ambiance festive du soir. C'est le gars, ouais, les GG. Là, il faut vraiment, nous on a marre en de retour, il faut réussir à se dire qu'on part tous ensemble et qu'on laisse personne derrière. Ok. Moi j'ai vu des images a posteriori depuis leur point de vue, et c'est impressionnant de voir à quel point en fait, pour eux c'est comme une partie de Baltrap quoi. On nous voit en des petits points là, et eux ils sont depuis la bassine et ils voient absolument tout ce qui se passe autour d'eux, ils peuvent anticiper tous les mouvements, et puis ils peuvent à loisir lancer où ils veulent leurs différentes armes létales quoi. Donc ouais, ça c'est ce que j'ai vu de mon côté, c'est ce que j'ai vu un peu à posteriori en photo quoi. J'ai l'impression d'avoir vécu du coup une défaite, c'est le sentiment global qui se dégage, une défaite à la fois, du coup, on va dire, stratégique, tactique sur le moment, et une défaite aussi un peu posteriori, on va dire, peut-être médiatique et symbolique,
Et du coup, je vais m'expliquer, mais déjà, en revoyant un peu toutes les images que j'ai vues dans ma tête, et, je me dis qu'en fait, on s'est vraiment fait avoir, dans le sens où je pense qu'on s'est cru quand même trop beau, trop fort par rapport à ce qui nous attendait, parce que je pense qu'on a été quand même assez prisonniers de nos victoires antécédentes dans d'autres actions, qui nous a donné l'impression que effectivement, par notre force, notre ingéniosité, etc., on aurait toujours un moyen, on avait toujours trouvé un moyen de pouvoir surprendre, déborder le dispositif, aller là où on n'allait pas être attendu. Et en fait, moi je trouve ce qui a été dommage vraiment avec cette action, c'est que j'ai l'impression qu'on est totalement allé là où on nous attendait. On a perdu pour moi l'effet de surprise, l'effet qui permettait aux autres actions d'être à la fois festives et victorieuses. On a perdu l'initiative pour moi lors de cette action. Le dispositif c'était vachement bien adapté à la situation de la dernière fois en fait. Ils avaient compris que ça servait à rien d'essayer de nous arrêter au cours des champs. Ils avaient compris qu'en fait le meilleur moyen c'était de se concentrer autour de ce symbole-là et de le défendre à tout prix. Et en fait nous on est rentré je trouve dans cette spirale-là infernale dans laquelle on allait forcément en sortir perdant. Cette spirale du rapport de force vraiment frontal sur un symbole, parce qu'encore une fois j'ai beaucoup lu mais effectivement tout ça, tous ces blessés, toutes ces grenades de deux côtés pour un trou dans la terre en fait. Mais la sensation du coup vous êtes dans une bataille perdue d'avance parce que encore une fois frontalement quand on nous attend, les manifestants on n'aura jamais le dessus sur la police qui est surarmée, est surentraînée et payée pour ça. Alors, encore une fois là c'est important je pense de le redire. Les choses les plus graves qu'ils ont eues c'est des gros hématomes et des chocs respiratoires provoqués par leur propre grenade en fait. Alors que nous au contraire on a eu, mais encore une fois, des centaines de blessés et des blessés pour le coup graves. Stratégiquement on n'a pas eu assez de recul, on s'est lancé dans quelque chose qui allait juste nous blesser. Et du coup, justement, dans les différents débriefs, il y a des choses intéressantes qui sont ressorties. Notamment de se dire, en fait, peut-être qu'on n'a pas réussi à nous-mêmes accepter à l'avance un peu qu'on était dans une configuration qui allait amener une défaite, qu'on n'a pas eu on a parlé de maturité, on n'a pas eu la maturité de s'arrêter au moment opportun dans cette action. Et moi, je le pense encore fort, qu'on n'a pas réussi à se dire, ok, en fait, réunir des milliers de personnes dans un campement, dans des conditions dégradées, avec de la boue partout, de la pluie, dans une zone interdite, se réunir des milliers de personnes, faire passer un convoi de tracteurs qui étaient bloqués par les flics, le jour J, être des dizaines de milliers à manifester, à se déplacer jusqu'à et atteindre finalement la bassine. En fait, tout ça, en fait, toute cette séquence-là, s'organiser aussi en cantine, faire des milliers de repas pour des milliers de personnes, enfin, tout ça, en fait, pour moi, maintenant avec du recul, je pensais pas seulement, c'est vraiment issu de réflexion a posteriori, mais maintenant avec du recul, je me disais que c'était déjà une victoire, tout ça. Et que ça avait déjà permis de nous sentir effectivement forts collectivement, de ressentir ce qui me fait aussi kiffer en allant au soulèvement, c'est le fait de se retrouver ensemble, de sentir qu'on n'est pas isolé dans différents lieux de vie et qu'il y a une force qui existe en France quand même sur ces questions-là, face à apparemment des ressources, et la maturité de notre mouvement aurait pu se démontrer en décidant collectivement, alors même qu'on était préparé depuis des mois, alors même on avait envie aussi, je pense, de se mesurer aussi d'une certaine manière au dispositif, et on aurait dû, je pense, quand même, prendre le parti de se dire, là, la situation est trop défavorable, on va y perdre trop de plumes, et on les laisse s'armer autour de ce trou ridicule, et que pour le bien du mouvement et des personnes impliquées, encore une fois, les personnes dedans, c'est des individus quand même, que pour le bien de ces personnes-là, en fait, on aurait dû ne pas y aller. Et du coup, ça me fait penser au sentiment, en fait, aussi dans lequel je me mets, en fait, en allant au soulèvement, d'être d'accord de me mettre au service, finalement, d'un mouvement, d'être d'accord de faire confiance à un certain nombre de personnes qui organisent pendant des mois des actions, et qui me donnaient un sentiment de confiance. Et là, je me rends compte à posteriori que je me suis aussi un peu endormi sur ces questions-là. J'ai endormi un peu mon esprit critique sur des questions qui
touche à ma sécurité physique et mentale, quoi, et de celle des amis. Et ça, c'est assez inquiétant de me dire ça, que je passe à côté de ça, et ça me donne envie aussi pour les prochaines actions, si il m'en est, et pas de beaucoup me permettre de questionner tous ces choix-là, en fait, et de pas tomber dans le piège de l'effet de groupe, quoi, tout simplement. Que ça vienne des personnes qui participent à l'action directement, en fait. Et avoir cette force de dire non au dernier moment, non, là, on va dans le mur, là, on considère que la tactique n'est pas la bonne pour pas une raison. Et moi, parce que ça me donne de la force pour essayer de faire ça les prochaines fois où je me retrouve dans une situation trop défavorable pour nous, quoi. Depuis le jeudi soir, on campait donc dans la ville de Melle. On s'est tapé des sacrés orages tout le week-end en fait. Enfin, globalement, le week-end a été une pluie tout le long. Et donc, le jeudi soir à Melle, c'était plutôt plus calme parce qu'il y avait moins de gens. C'était possible de retrouver des personnes dans la foule, on va dire. Il y avait des immenses chapiteaux installés sur la place de la ville de Melle et les cantines qui avaient commencé à préparer, à manger, qui s'étaient installées. Il y avait quand même déjà beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes je pense. Le lendemain matin, on s'est fait réveiller à 7h par des personnes qui venaient annoncer que le camp de base pour l'action du samedi avait déjà été ouvert. Il y avait des personnes qui dans la nuit avaient veillé, guetté, puis qui étaient allées s'installer à la sauvage entre guillemets sur un champ où l'agriculteur avait donné son autorisation. Nous on a essayé de se réveiller tant bien que mal, un peu engourdi encore, et il y a plein de gens qui ont commencé à plier leurs tentes, nous aussi. La journée du vendredi, c'est une journée où on commence à y avoir de plus en plus d'excitation. Moi je fais des écoutements à la cantine, comme beaucoup d'autres personnes, je pense une bonne centaine en vrai. On est là, on pèle des carottes, on pèle plein d'autres choses aussi, voilà. Il y a une gigantesque marmite de houmous qui se prépare. C'est super, enfin, c'est une bonne ambiance, on est assis à côté d'autres gens qu'on connaît pas à table, c'est chouette. Puis dans l'après-midi, il y a quand même beaucoup de monde qui est parti sur le campement à proximité de la bassine, qui est à une vingtaine de minutes d'ici. Moi j'y arrive plutôt en fin d'après-midi avec d'autres amis et deux personnes qui nous ont pris en stop, enfin qui allaient elles aussi sur le campement mais qui allaient pas y dormir. Et donc là c'est un moment rigolo parce que on serpente dans les routes de campagne. On essaie d'éviter les flics, mais les deux personnes qui conduisent à l'avant et qui guident ont bien la 60-70aine, sont assez tranquilles, nous racontent leurs méfaits de jeunesse en tant que militantes, où elles annonçaient pas du tout qu'il allait y avoir un sabotage, qu'il allait y avoir une action. Elles le faisaient, puis elles se faisaient choper pas très loin peut-être, et là l'objectif c'était de sortir les militants du système judiciaire, donc c'était jouer au plus bête devant le juge pour éviter d'être condamné. Et puis c'est vrai que nous on va dans une action qui revendique du sabotage, qui revendique du démantèlement, qui annonce sur tous les réseaux ce qu'elle va faire. Et c'est totalement différent, et on est sûrement des dizaines d'années plus tard. On arrive sur le camp, et là, il y a déjà énormément de tentes. La nuit va bientôt tomber. Et voilà, on patauge déjà pas mal dans la boue, mais pas encore autant que le lendemain. On était, voilà, entre le moment où on a posé notre tente et le moment où on s'est couché, il y avait déjà encore plus de tentes autour de nous. Fallait faire gaffe où on marchait. Voilà, il y avait vraiment... je sais pas, peut-être 5-6 000 personnes. Veuillez, s'il vous plaît, ramasser toutes les petites merdes, les mégots et compagnie, qu'il n'y a rien qui reste ici. On choisit un cortège. Nous, on a choisi d'être dans le cortège de l'Outarde. Donc, c'était le cortège rose. Et puis, voilà, on file.
on longe les petites routes de campagne, mais on ne croise pas de flics. Jusqu'à ce qu'on approche vraiment de la bassine, qu'on l'ait en vue. Et là, de loin, moi je commence à voir en fait une foule de petits points bleus et blancs. Et en fait, c'est tous les camions de flics qui sont garés autour de la bassine. Et là, je me rappelle quand même de m'être dit, waouh, genre là, ils ont changé de stratégie, ils sont pas à nous cueillir sur le chemin, à nous empêcher d'arriver. Ils se sont tous campés devant la bassine et ils vont faire un mur, quoi. Enfin, ils vont faire un mur, ils vont faire en sorte qu'on passe jamais, quoi. Mais bon, comme on sait qu'on sait jamais rien d'avance, et ben on y va quand même. Et voilà, et là on entend les mégaphones crient encercler la bassine, on va les encercler, on est plus nombreux qu'eux, voilà. Encercler en faisant une immense chaîne humaine. Et on va avancer le plus possible autour jusqu'à ce que le dispositif policier effrayé fuit et nous laisse entrer. L'idée c'est que là c'est un cortège tranquille. Du coup, le plus qu'on fait c'est juste s'étaler et pousser les lignes avec les petits animaux gonflables. Donc nous commençons à aller un peu vers la gauche de la bassine. On voit des véhicules blindés qui ressemblent quasiment à des tanks un peu, qui circulent à l'intérieur du périmètre du grillage. Des trucs que j'avais jamais vus perso. Donc on avance, on nous dit avancez, on essaie d'encercler la bassine, tout ça. Du coup on perd de vue un peu l'autre groupe, mais on voit qu'ils arrivent proches de la ligne de flics, qu'ils ont réussi à passer, voilà. Et on voit que ça gaze beaucoup. Enfin déjà ça commence à tirer vraiment beaucoup de gaz. Et aussi des détonations plus fortes et du coup des grenades assourdissantes ou de désencerclement. Nous de notre côté, on n'a pas grand chose, on n'a pas de banderole. On a une ligne de parapluie qui se crée et qui avance comme ça un peu, qui est plus là pour tenir les flics en tension que pour vraiment essayer de franchir le truc. Avec mon petit groupe, on essaie de s'abriter derrière le parapluie, on regarde un peu toujours le ciel parce que on a un peu peur de ce qui tombe et ça tombe vraiment pas mal. Et puis surtout en fait on recouvre tous les balais de lacrymo qui tombent, quoi. Enfin on fait ça toutes les 10 secondes, on recouvre un balai, quoi. À un moment, il y a de plus en plus de grenades de désencerclement. Là, ça commence à devenir un peu tendu. Je crois que je commence à avoir un peu peur quand même. Parce que les grenades qui font vraiment un bruit énorme, elles éclatent pas bien loin de nous. Donc il y a ce bruit constant de guerre, quoi, de partout, des trucs qui éclatent dans la terre, donc ça soulève la terre et tout. Enfin voilà, c'est assez... C'est vraiment un affrontement, enfin, c'est vraiment une bataille, quoi. On a l'impression de vivre une bataille. Et puis il y a plusieurs personnes qui commencent à crier métique quand même plusieurs fois, même dans notre cortège, où en fait il n'y a pas de gens qui avancent vraiment vers les flics, mais il y a quand même des gens qui se prennent des éclats. Du coup, à un moment, il y avait une personne qui avait le bras en sang. Et puis, au bout d'un moment, sans qu'on sache vraiment dans quel ordre, mais il y a quand même des gens qui se retirent vers un côté. Notamment tous les gens qui étaient à l'arrière de nous. Donc on se retrouve un peu... on sent qu'il y a un mouvement qui se retire vers là d'où on venait. Donc on commence à les suivre. Et puis c'est là, en fait, qu'il y a eu une espèce de pause. Je sais pas, au début, moi, je pensais que c'était un peu la pause goûter, mais j'entends sur le passage, j'entends quand même des gens qui disent, en fait, c'est les médics qui ont plus de matos. Alors je me dis, merde, il y a vraiment pas assez de médics, voilà. Je pensais que c'était plus un côté en préparation de notre côté. Et donc là, l'ambiance, elle change un petit peu quand même, et puis, et là, on nous dit vraiment, il y a eu des blessés graves, il y a une urgence vitale. Mais il faut attendre que tous les blessés aient pu être évacués, donc on attend encore un moment, et puis petit à petit on part. Ça devient assez badant, ça devient... Ouais, on sait pas trop, quoi, on a quand même un sentiment d'échec, en fait, assez fort, enfin vraiment fort pour ma part. Globalement, leur dispositif, il était hyper fort, hyper violent, et puis en plus on apprend tous les blessés qu'il y a, et donc c'est énorme. Enfin, moi, les personnes que j'ai croisées, que j'avais pas vues en manif, me racontaient pas mal... Et ce qu'elles avaient vu et tout, et donc j'avais vraiment les boules, quoi. Il y a les médics qui ont pris la parole à un moment, c'est attristant et ça m'a mis en colère aussi beaucoup.
Le contre-coup, il a été quand même assez fort, d'une part en voyant les images, puis aussi l'excitation, le truc de devoir éviter les contrôles, ça fait quand même un petit peu d'adrénaline pendant tout le week-end, et que quand on rentre chez soi, ben forcément ça retombe. Et là, du coup, il y a à la fois le truc de... Ouais, mais on s'est fait vraiment tirer dessus, quoi. Et ça a duré jusqu'à ce qu'on puisse en parler 2 jours après avec un petit groupe de gens. Et ça a vraiment fait du bien justement de croiser les récits, en fait, parce qu'il y a un peu ce truc aussi de qu'est-ce que j'ai vécu moi par rapport à qu'est-ce que je vois. Il y a une sorte de décalage, de dissonance, et on a besoin d'entendre des récits en direct de personnes dont on est plus ou moins proche, mais qui puissent faire exister un peu cette réalité, quoi, parce qu'il y en a eu plein de différentes, quoi. Et puis, ouais, le contre-coup, c'est aussi le... 49.3 plus méga-bassine en un peu de temps, ça fait beaucoup d'impuissance politique décidée d'en haut, et c'est dur aussi, quoi. Moi, j'ai envie de continuer d'aller à des rassemblements. Je pense que par rapport au soulèvement de la Terre, moi j'ai un peu d'inquiétude, en fait, avec les menaces de dissolution, les pressions, la répression, les traumatismes, etc. Mine de rien, il y a des gens qui ont pris plus cher que d'autres, donc, et puis notamment aussi, je pense... aux personnes qui l'ont organisé, qui doivent quand même bader pas mal. Du coup, j'ai quand même un peu d'inquiétude que ça affaiblisse le mouvement. Mais d'un autre côté, je crois qu'il va quand même vivre parce qu'il y a tellement d'organisations, il y a tellement de gens qui sont venus que ce serait hyper dur de dissoudre un truc comme ça, quoi. Ce serait impossible, en fait. Enfin, c'est toujours un peu ça, les gros événements de ce type, mais il faut quand même pas oublier que c'est un truc qui le caractérise beaucoup, c'est toujours un trou dans la trame des jours. C'est toujours un trou qui sort d'une plus ou moins routine, même si des fois, même si quand c'est pas forcément, ça peut être une routine de boulot, et pour d'autres ça l'est pas, pour d'autres c'est autre chose, mais il y a vraiment un effet trou dans le temps qu'il faut jamais oublier pour ces moments-là, et qui marque pas mal, quoi, qui est un moment où on pense qu'au présent, où on réfléchit qu'à des trucs qui vont se passer très immédiatement, et que il y a un temps comprimé sur 3-4 jours où rien d'autre existe dans la vie, rien d'autre, aucune projection, peu de passé. Ça, je pense qu'il faut pas négliger ça, parce que du coup, je pense que ça change aussi beaucoup de choses sur ce qu'on a comme rapport à l'événement pendant et après. C'est un moment où, dès qu'on part, en fait, on commence déjà à se poser la question de si on va y arriver, comment on va y arriver, si on risque déjà, on est déjà dans la mise en jeu à partir du moment où on y va, puisque on passe on passe des heures et des heures à esquiver des contrôles, en passant d'un côté ou d'un autre, en prenant des petites routes improbables avec des noms de bled encore moins probables. Je me suis fait la réflexion, ça aussi, on n'aborde pas du tout, c'est une manière complètement différente d'aborder une région que quand tu la traverses, ou quand tu vas à un endroit dans cette région, mais que tu te fais pas chier, que tu passes par les plus grands axes le plus vite possible. Là, tu découvres des trucs que tu découvrirais pas autrement. C'est un rapport particulier au paysage aussi. Et quand on y est, ce qui marque, c'est la foule, quoi. Ce qui marque, c'est le nombre qu'on est toujours. C'est le fait de voir la préparation du nombre qu'on va être quand on arrive un peu avant, de voir les chiffres annoncés par les cantines, de voir ce genre de choses. Genre les choses arrivent petit à petit et il faut les gérer, quoi, dans une espèce d'urgence, d'immédiateté, qui est reposante quelque part. Qui est un peu... la vie est simple dans un moment comme ça. La vie est comme ça et pas autrement. Il y a des choses à faire et voilà. Pas trop de questions à se poser. Ou moins. En tout cas, on a peu d'espace pour le faire. Et le moment en lui-même... on pourrait dire aussi vite fait qu'il y a une longue marche pour aller jusqu'à la bassine... que finalement, c'est là qu'on s'attendait à se mettre à courir comme des lapins et qu'on l'a pas fait parce que la stratégie de la préfecture en avait décidé autrement. Et c'est vraiment, en fait, au moment où on voit la bassine qu'il y a un côté, c'est le château fort, c'est le truc autour duquel on monte à l'assaut, et on a très envie, sans trop savoir pourquoi. Genre, parce qu'on est... Là, à ce moment-là, on se commence à se dire « Ah ouais, non, c'est ça qu'on va faire, c'est quand même un gros trou, il y a quand même pas grand-chose dedans, mais on va le faire. » Enfin, on assume le côté symbolique, quoi, il y a un peu un truc comme ça. Et puis il y a aussi, on l'a déjà fait la dernière fois, il y a peut-être moyen qu'on le refasse.
c'est pas à ce moment-là qu'on se dit que ça va être compliqué, c'est quand vraiment commence à tomber la pluie, quoi. Commence à tomber vraiment les grenades dans tous les sens. Et que après, ça commence à rentrer dans un rapport plus militaire. Il y a vraiment un côté opération, quoi. Et le côté manif, on le perd pas non plus, parce qu'on voit la foule immense qui est assemblée dans les champs, on voit les gens qui dansent, on voit les batouks, on voit tout ça un peu à l'arrière, mais il y a surtout beaucoup de gens qui regardent l'affrontement, parce que c'est ça, il y a un affrontement, et des gens qui le regardent, et qui en sont partie prenante sans le vouloir, des fois en le voulant. Et ouais, cet aspect et c'est là qui est chelou, parce que là vraiment c'est zone de guerre, de fait, on l'a su un peu par la suite, mais genre, 4 ou 5 000 grenades qui tombent en 2 heures sur 3000 mètres carrés, c'est zone de guerre. Mais sur le moment, c'est normal. Je sais pas, il y a un côté, ça pose pas de questions, et puis on se rend pas compte de l'intensité de la puissance de feu adverse tant qu'on n'est pas vraiment dedans, quoi. Et du coup, on dit que c'est un peu comme ce qu'on a pu vivre dans des manifs urbaines, ou la dernière manif de Sainte-Soline, où il faut courir, se balader, tu veux passer entre les grenades, passer entre les gouttes et tout ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est vraiment un moment... c'est vraiment un moment de guerre de position, alors que les gens sont venus pour de la guerre de mouvement, et ça marche pas. Ça marche pas, mais sur le moment, c'est pas grave, on se dit qu'on va y retourner après la pause, on se dit que... on entend les gens crier médic, on voit les gens tomber, mais en vrai, on l'avait déjà vu, ça aussi, on y est un peu préparé, on a déjà vu avant, des trucs comme ça. Enfin, sur le moment, on se rend pas compte de l'ampleur, et on vit différemment les choses. Je dis beaucoup on, mais je me rends bien compte que c'est vraiment ma perception qui est là, c'est juste que j'y arrive comme ça, je pense. Du coup, avant de rentrer, avant la fin de la manif, on se rend pas compte de ce qui s'est passé, quoi. On se rend pas compte forcément de la totalité de la violence qu'on a vécue. Et c'est ça qui est un truc qui a été très marquant par la suite, c'est que ça a été... les récits médiatiques ou des camarades, des trucs comme ça, ont eu un effet de réel vachement plus fort que le moment lui-même. Le moment lui-même est très désensibilisé, tant que tout va bien et que les gens à qui je suis venu vont bien, et ça s'est pas si mal passé. C'était une relative défaite, certes, parce qu'on n'est pas réussi à monter sur la bassine, mais c'est pas un truc genre... on n'a pas l'impression qu'on s'est pris tout ça dans la gueule, quoi. Et après être rentré, on a beaucoup parlé avec différentes personnes, plus ou moins proches, des gens avec qui j'étais allé, d'autres non, d'autres qui étaient allés par d'autres moyens. Rapidement, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à sortir, quoi. Là, on est relativement récemment après, et je sens que je suis toujours assez déconnecté des sentiments que je pourrais ressentir réellement. En tout cas, j'ai une forme d'enfouissement, moi, personnellement. Après, il y a des gens plus ou moins fatigués, plus ou moins alarmés, on y pense beaucoup. Je croyais pas à ma vie quotidienne après être rentré. Vraiment un côté, c'est très difficile de croire au monde, de croire que les choses sont comme ça et que ça revient tranquillement et routinièrement comme les 4 jours d'avant. Puisque le temps qui a été compressé à ce moment-là a tellement changé de choses et a tellement secoué que en moi, dans les autres et tout ça, que ça remet plein de choses en cause. Et puis, il y a eu un ressenti de l'époque aussi, de voir 30 000 personnes, ou je sais pas s'il y en avait 30 000, mais il y en avait beaucoup, quoi. On se dit, mais il y a un truc qui est en train de se jouer, on n'a jamais vu autant de monde dans une manifestation avec ces objectifs-là. Il y a un côté on change d'époque, c'est évident. Le soir à Mel, après l'action, quand il y a eu les prises de parole de différentes personnes, et notamment du groupe des médics, il y a eu un moment où on a fait 30 secondes de silence pour les blessés, en gros, pour leur donner de la force. J'ai quelqu'un de superstitieux qui m'a raconté qu'on fait 1 minute de silence pour les morts quand ils partent, et qu'on fait 30 secondes pour donner de la force aux gens quand ils sont encore là, pour qu'ils restent. Et c'est ça qu'on a fait, apparemment. Et dans ce moment de silence, en fait, j'ai pensé que j'ai croisé plein de gens sur ce week-end, plein de gens certains que j'avais vus depuis 10 ans, d'autres depuis 7 ans, d'autres depuis 4 ans, d'autres depuis 2 ans, enfin en gros qui étaient un peu passés dans ma vie par différentes luttes, collectifs, endroits, manières de voir les choses. Certains que j'avais juste entreaperçus, j'étais même pas sûr que c'était eux, certains avec qui j'ai parlé pendant 30 minutes, certains à qui j'ai juste dit bonjour. Et c'est des gens que j'ai vus à
des niveaux de radicalité et des niveaux et des positions sociales par rapport au travail, au salariat très différentes. Des gens très intégrés, des gens complètement dans une vie d'avant-garde d'écologie, de fonctionnement marginal, des choses comme ça. Des gens cadres dans des boîtes, des gens en concours, des gens en études, des choses comme ça. Et c'est au moment de cette minute de silence que je me suis dit, peut-être qu'une de ces personnes est blessée, peut-être qu'une de ces personnes... Enfin, probablement qu'une de ces personnes, voire plusieurs, sont traumas, et ils étaient là et on a fait ça ensemble. Et c'est vrai que du coup, ça a vraiment donné l'impression qu'on faisait peuple à ce moment-là, quoi. Qu'on était une communauté qui se tenait. Les soulèvements, ça reste un mouvement. Ça reste à la fois un mouvement social et un mouvement avec des marques de clandestinité, quoi. Avec des fonctionnements clandestins assumés. Je veux dire, on peut pas parler de branche armée, mais on peut parler de branche désarmante, qui de fait existe et fait partie de son succès, parce que le fait d'assumer le désarmement et d'assumer la radicalité concourt beaucoup à son succès. Parce que ça donne... Je sais pas si ça le fait, mais en tout cas ça donne l'impression d'agir directement et qu'on peut compter les jours qu'une cimenterie n'a pas fonctionné, qu'on peut compter les jours qu'une bassine ne s'est pas remplie, on peut compter ce genre de choses, quoi. Les jours que c'est comme un mouvement, enfin c'est la même chose que peut avoir un mouvement d'occupation ou comme sur la ZAD, où quand on sait pas encore que l'aéroport va pas se faire, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, c'est toujours un jour de plus sans bétonisation de la zone humide, quoi. Et c'est vrai pour toutes les ZAD qui ont été expulsées, genre quelle que soit leur capacité, quelle que soit la nature des projets qui ont lieu après, qu'ils aient été annulés ou continués, le temps d'existence d'une zone d'occupation, les choses ont perduré. Et là il y a la même chose mais dans le côté offensif, quoi. Genre, on a empêché de fonctionner telle chose pendant tel temps. Ou on va l'empêcher de fonctionner, enfin quelque chose comme ça. Le mouvement, les gens s'y rapportent, les gens n'y adhèrent pas, les gens y contribuent par leur travail, ou ils viennent plus ou moins forts, ou des choses comme ça. Les gens en parlent autour d'eux pour le répandre, dire si ça a raison, si ça a une bonne idée, enfin... Les gens s'en sentent partie prenante, indépendamment... de manière très floue, quoi. Il n'y a pas de carte d'adhérent des soulèvements de la Terre, il n'y en aura sans doute jamais. Parce que je maintiens un truc, c'est que les soulèvements de la Terre ne sont pas le peuple dont je parlais avant. Le peuple se rapporte au soulèvement de la Terre et accepte de lui donner sa force, mais le soulèvement de la Terre, c'est beaucoup plus restreint que ça. En fait, la dialectique entre les deux est toujours de plus en plus compliquée au fur et à mesure que la répression est violente. Et ça je sais pas exactement comment ça va tourner. Il y a que nos solidarités qui se sauvent, quoi. Il n'y a rien d'autre. Il y a que nos proximités, nos rapports, nos groupes affinitaires, et puis nos collectifs d'organisation, puis le caractère un peu fédéral que peut avoir les soulèvements de la Terre vis-à-vis de ces collectifs et de ces mouvements de lutte. Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent.